Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau débriefing sur France Soir. Aujourd'hui, nous allons évoquer plusieurs sujets brûlants autour de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir de nouveau Karine Béchette-Golovko, qui est docteur en droit public et professeure invitée à l'Université d'État de Moscou, qui est une des plus éminentes universités de Russie. Merci Karine Béchette-Golovko d'être avec nous. Merci à vous pour votre invitation, c'est toujours un plaisir. Alors, commençons tout de suite. Donc, dans le discours que le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a tenu le 19 février 2022, il a annoncé qu'il envisageait de renucléariser l'Ukraine. Le 21 février, Vladimir Poutine a dénoncé ce fait. Et le 24 février, il a déclenché une opération militaire spéciale en vue de, pour reprendre ces termes, démilitariser et dénazifier l'Ukraine, en prenant de court l'Europe. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle a été la réaction de la population russe à l'annonce de cette guerre? Alors, ça a été une surprise en fait générale pour tout le monde parce qu'on ne s'y attendait pas. Ça fait quand même 8 ans que la population russe attendait une position un peu plus ferme de la Russie à l'égard de l'Ukraine, puisque rappelons quand même que même si les médias occidentaux s'intéressent seulement maintenant à ce qui se passe en Ukraine, ça fait quand même 8 ans que l'armée ukrainienne, elle, attaque le Donbass à plus ou moins forte densité, plus ou moins régulièrement, mais de toute manière, ça fait 8 ans. Donc, et ça fait 8 ans que la Russie passe de négociations en d'autres négociations, en tentatives d'accord, et finalement, à part une aide humanitaire, une aide, on va dire, technique, il n'y a pas de réaction particulière. Donc, il y avait en fait une certaine attente, mais qui a été un peu prise de court par la population parce que quand on s'est réveillé le matin, quand à 6 heures du matin, à l'heure de Moscou, on a appris, donc quelques heures plus tard, que le président avait décidé de lancer une intervention militaire, c'est que même s'il y avait eu quand même, on va dire, des signes avant-coureurs, parce que on va rappeler que les députés communistes russes avaient déposé une demande de reconnaissance de l'indépendance des républiques de Donetsk et Lugansk. Ça avait provoqué dans la classe politique russe des réactions assez variées, assez classiques, puisqu'en fait, il y a ce qu'on appelle les libéraux en Occident, libéraux russes, qui étaient plutôt opposés, justement en raison des sanctions derrière et du coût économique de l'opération. Mais ils sont quand même largement minoritaires et on va dire que les souverainistes, eux, étaient largement favorables et la résolution est passée, a été largement soutenue par les députés. Ensuite, à ce moment-là, un petit peu plus tôt aussi, il faut se souvenir que l'armée ukrainienne avait déjà recommencé une phase active dans le Donbass, c'est qu'elle avait recommencé les bombardements, il y avait de l'artillerie lourde qui avait été rapprochée des lignes de front, ce qui avait d'ailleurs été fixé par l'OCSE, et on avait noté depuis à peu près la fin de l'automne dernier également un renforcement des livraisons d'armes en Ukraine en provenance des pays de l'OTAN, beaucoup du Canada, ce qui d'ailleurs a laissé des traces, que c'est pas simplement ce qui est, comme on dit en France ou en Occident, de la propagande russe, bien au contraire, puisque vous avez des journalistes et activistes ukrainiens qui, sur leur page Twitter, félicitent le Canada, notamment pour toutes les livraisons d'armes qu'il peut leur faire. Donc ça, ce sont des faits actés, si vous voulez. Et il semblerait qu'il y ait eu donc deux raisons à la mise en œuvre, en tout cas officielle, deux raisons officielles à la mise en œuvre de cette opération militaire en Russie. Formellement, c'est comme vous l'avez souligné très justement, la volonté de l'Ukraine de se réapproprier une arme atomique. Rappelons quand même que l'Ukraine est un pays qui est extrêmement instable politiquement et institutionnellement. C'est un pays qui a un niveau de corruption phénoménal et si on en croit le rapport de la Cour des comptes de l'Union européenne qui date de septembre dernier, strictement rien ne s'est amélioré en la matière après le Maïdan. Donc imaginez un tel pays qui possède une arme nucléaire aux frontières de l'Union européenne, c'est un danger pour la sécurité européenne absolument phénoménal. Et pour la Russie directement, puisque à l'intérieur, il y a ces groupes extrémistes qui sont poussés et qui mènent une terreur sur la population en provoquant ce discours anti-russe et en provoquant une politique de haine, ce qui est extrêmement déstabilisant aussi et à l'intérieur du pays, puisque les populations sont assez partagées à chaque fois sur ces questions géopolitiques.
Hmm. Donc du coup, on voit qu'il y a quand même un conflit entre les populations ukrainiennes russophones et les populations ukrainiennes proches, en tout cas qui adhèrent à la politique du gouvernement de Kiev. Et aussi, on pourrait même rajouter une troisième division entre les populations, avec les populations binationales. Est-ce que vous pourriez nous dire à peu près quelles sont les interactions, les relations, les divisions entre ces trois catégories? Alors, il faut comprendre que historiquement, l'Ukraine, la population ukrainienne a toujours été divisée en deux camps, on va dire. L'Ukraine de l'Ouest, qui est beaucoup plus pro-occidentale, et l'Ukraine de l'Est, qui historiquement est pro-russe. Et ça vient en fait de la formation historique de l'État ukrainien, comme l'a d'ailleurs très judicieusement rappelé Vladimir Poutine aussi. Il est quand même dommage que l'Ukraine ait déboulonné toutes les statues de Lénine, puisque finalement, elle lui doit absolument son existence quasiment actuelle, sachant que des territoires ont été récupérés à la terre de Russie, des territoires ont été récupérés à la Pologne et encore à quelques pays à l'ouest. Et ensuite, sous Brejnev, plus tard, la Crimée a été, ce clocher, pardon, la Crimée a été rajoutée à l'Ukraine. Donc, l'Ukraine, si vous voulez, c'est un espèce de mélange. Il y a à la base un petit territoire qui, depuis un millénaire à peu près, fait partie de la Russie, qui est un des territoires régionaux de la Russie depuis à peu près un millénaire. Et sous la période soviétique, une politique de fédéralisation qui était plus ou moins factice, mais qui a quand même mis en place des structures quasi nationales, a poussé à la constitution de l'Ukraine, la République socialiste soviétique ukrainienne, base sur laquelle aujourd'hui existe l'Ukraine telle que nous la connaissons. Donc c'est quand même, si vous voulez, assez surprenant quand on les entend parler de décommunisation derrière, parce que s'ils poussent réellement le phénomène à son bout, dans ce cas-là, ils vont se retrouver avec un petit terrain autour de Kiev. Donc... Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation actuellement en Ukraine, où en sont exactement les forces armées russes, et si vous pensez que Vladimir Poutine va atteindre ses objectifs? Et pour terminer, qu'est-ce qui pourrait faire échouer ses plans en Ukraine? Il faudrait quand même souligner tout d'abord une chose, c'est que, et ce qui est une chose extrêmement importante, il me semble, c'est que l'opération militaire russe en Ukraine, si effectivement elle se déroule sur le territoire ukrainien, elle n'est pas dirigée contre l'Ukraine. Et on voit ça notamment par la différence d'approche et de technique qui est mise en place. Si on considère, si on compare par exemple avec l'armée américaine, quand ils sont venus libérer l'Irak, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bombardé littéralement les villes avec les civils et ils ont estimé que ainsi le territoire était libéré. L'intérêt de la Russie ici, c'est totalement différent. C'est de convaincre les populations, parce que la Russie estime, et effectivement la question se pose très sérieusement, que l'Ukraine est occupée. Je dis pas par la Russie. L'Ukraine est occupée par les forces de l'OTAN. Elle est occupée par une puissance idéologique qui a mis en place une force et des structures militaires, économiques et politiques. Et l'on voit effectivement le nombre de programmes de l'OTAN qui ont été développés sur le territoire ukrainien, alors que l'Ukraine n'en fait pas partie. Le fait que l'armée ukrainienne soit en partie intégrée dans les mécanismes de l'OTAN, ce qui est quand même assez surprenant. L'on a vu quand même dans les gouvernements post-Maïdan, en tout cas dans les premiers gouvernements, des personnalités étrangères à des postes clés dans ces gouvernements pour une révolution nationale, c'est quand même assez surprenant. Et comme ça, beaucoup, si vous voulez, de questions se posent. Donc, l'intérêt de la Russie, en fait, c'est d'essayer de libérer l'Ukraine idéologiquement. Et ça, effectivement, c'est extrêmement difficile parce que c'est plus facile de faire une guerre classique. Vous y allez, vous tirez, vous tuez. Les gens ont peur, finalement, ils sont d'accord avec vous. Et après, vous installez un nouvel ordre. C'est exactement ce que la Russie ne veut pas faire. D'où cette difficulté quand on voit les manœuvres qui se passent. C'est-à-dire qu'il y a eu les premiers
jour des cibles aux technologies extrêmement ciblées sur les aéroports militaires, sur les stocks d'armes, sur un port militaire. Les casernes avec les militaires ukrainiens ne sont pas ciblées. Les quartiers d'habitation ne sont pas ciblés. Et là, ça pose un problème parce que l'on a vu dans différentes villes l'armée ukrainienne placer des engins, placer des armes, placer de l'artillerie lourde sur les toits des immeubles d'habitation, dans des quartiers d'habitation, dans une cour d'école, par exemple. Donc, après, il est vrai que c'est extrêmement difficile aussi de combattre dans ces conditions pour essayer à la fois de ne pas toucher les civils, à la fois de cibler essentiellement les groupes extrémistes. Et ce qui est intéressant aussi dans la technique qui est mise en place, qui est quand même assez novateur, c'est cette manie aussi prise de s'adresser et à la population ukrainienne de la part des Russes et aux militaires ukrainiens, en leur disant que s'ils se rendent, s'ils posent les armes, ils ne risquent strictement rien. Et on a vu qu'il y a effectivement beaucoup de militaires ukrainiens, et ça a été filmé, qui déposent les armes, qui se rendent et qui finalement ne veulent pas se battre, parce que globalement, ils comprennent pas l'intérêt de cette guerre aussi. Et ça, c'est important, parce que ils n'ont pas envie de se battre pour les intérêts américains en Ukraine. On voit bien à travers la réaction complètement hystérique de l'Occident, parce que il y a tellement de sanctions, on envoie des armes, on envoie des avions, on envoie de l'artillerie en Ukraine, mais qu'est-ce qu'on veut derrière, en fait? On veut utiliser l'Ukraine pour faire plier la Russie. C'est un combat géopolitique qui se mène. La Russie n'est pas en guerre contre l'Ukraine, elle est en guerre contre le système atlantiste. Et là, c'est un combat qui se mène à mort, en fait, entre les deux visions du monde. Et c'est exactement pour ça que l'on voit des réactions aussi fortes et jamais vu un tel niveau de sanctions adopté par l'Occident. Je pense qu'il ne reste plus qu'à prendre des sanctions contre Staline pour avoir gagné la Seconde Guerre mondiale. Vous dites que Poutine veut libérer idéologiquement l'Ukraine, mais au-delà du conflit qui oppose l'atlantisme à la Russie, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'obtenir une réconciliation entre l'Ukraine, qui a été très, très marquée dans son identité par l'Holodomor, qui est la famine qui, selon les estimations, a causé entre 2 et 5 millions de morts, famine orchestrée par le dictateur bolchevique Joseph Staline. Est-ce que vous pensez qu'il est possible que la Russie et l'Ukraine puissent se réconcilier à ce niveau-là? Alors, en ce qui concerne Holodomor, très concrètement, c'est un excellent, on va dire, telling story qui a été monté et qui ne trouve strictement aucune justification scientifique par les historiens. Donc là, il faudrait faire très attention. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Il y a eu effectivement une grande période de famine, mais qui n'a pas touché que l'Ukraine, qui a touché énormément de régions, également de Russie, parce que nous étions dans une période extrêmement difficile. Et d'autres régions ont été touchées. Ça n'a pas été quelque chose d'orchestré spécialement contre l'Ukraine. Ça a été une période extrêmement dure qui a touché différentes régions du territoire. Et c'est un discours qui est extrêmement repris à la mode ces derniers temps, justement pour justifier ça. En Ukraine, on va dire que ce discours ne convainc que les convaincus. C'est-à-dire que l'on retrouve ce discours très à la mode en Ukraine de l'Ouest, en Galicie, parce que justement, c'est aussi cette région qui reste très pro-occidentale. Mais c'est un discours qui fait largement rire, notamment en Ukraine de l'Est. Et on en revient en fait finalement à toujours ce découpage historique de l'Ukraine qui est une région extrêmement complexe sur le plan ethnique, sur le plan culturel, c'est une région qui est également extrêmement riche, culturellement s'entend. Donc la question de la réconciliation nationale va pouvoir se faire, mais avec une partie du territoire. Je ne pense pas que l'Ukraine de l'Ouest pourra se réconcilier avec la Russie. Je ne pense pas que la Russie a même l'intention d'essayer de se réconcilier avec l'Ukraine de l'Ouest parce qu'elle comprend parfaitement que c'est absolument impossible. Justement pour des raisons historiques, mais qui n'ont rien à voir avec Holodomor, qui sont beaucoup plus anciennes et culturelles. Donc, la question effectivement va se poser derrière. À un moment donné,
soit la Russie réussit globalement à démilitariser l'Ukraine, l'armée se rend d'une manière ou d'une autre, soit Zelensky rend parce qu'il a l'autorisation des États-Unis pour signer la capitulation, soit simplement il se sauve, ce qui est aussi possible. Les États-Unis ont plusieurs fois proposé, en tout cas, de l'exfiltrer. Et dans ce cas-là, la question va effectivement se poser. N'oubliez pas qu'il y a certains pays européens, notamment la Pologne, qui ont des visées territoriales aussi sur l'Ukraine, qui seraient très, très intéressés pour un redécoupage de la région et des zones d'influence. Donc, il y a beaucoup de cartes encore qui sont ouvertes, à mon avis. Dans un premier temps, il serait intéressant effectivement que principalement les groupes extrémistes et nazis soient mis hors de danger, parce que c'est un danger, pas simplement pour l'Ukraine ou même pour la Russie, c'est un danger pour l'Europe en général. Quand on voit les poussées néo-nazis dans certains pays en Europe de l'Est, dans les pays baltes, en Ukraine, ce sont des poussées qui sont extrêmement dangereuses. Il est important en tout cas, il serait important que l'Europe en prenne conscience et au lieu de soutenir aveuglement tout ce qui se fait en Ukraine, réellement d'aider l'Ukraine et de l'aider notamment à lutter contre ces vieux démons. À mon avis, ce serait le meilleur service à lui rendre. Ensuite, si la Russie n'arrive pas à ses fins, et c'est tout à fait possible aussi, puisque la technique militaire qu'elle a choisie est aussi une technique qui est dangereuse parce que elle compte beaucoup sur la population civile ukrainienne. Il n'est pas évident que toute la population civile ukrainienne, finalement, même à l'est ou au centre, se place du côté de l'armée russe. Ça, c'est un joker. Personne ne le sait parce qu'il y a eu quand même eu de nombreuses années de propagande anti-russe. Les médias ont été largement pris en main. On rappellera quand même que les partis politiques d'opposition qui étaient plus pour une relation pacifique avec la Russie ont été mis hors jeu. Donc, c'est pas évident. La population a été très profondément et très longtemps travaillée. Dans ce cas-là, il risque d'y avoir un contre-coup absolument phénoménal, non seulement pour la Russie, parce qu'elle a mis son existence comme État dans ses frontières actuelles sur la carte, sur le jeu. Et les conséquences vont être également pour l'Europe, puisqu'il n'y aura plus de contrepartie possible au pouvoir de l'atlantisme. Or, malheureusement, nous avons vu que les pays européens ont démissionné, n'ont pas réussi, en tout cas les leaders, n'ont pas réussi, les dirigeants, à défendre la souveraineté européenne, à défendre les souverainetés des pays européens, de souveraineté nationale. Et si l'on voit des figures politiques, pour rappeler ça, on ne voit pas en tout cas de dirigeants en Europe qui soient aptes à défendre l'intérêt national de leur pays. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que si jamais la Russie perd, on se rappelle quand même que ces derniers jours, les États-Unis recommencent à envoyer de plus en plus de soldats américains sur le territoire européen, qui comptent déjà à peu près 75 000 civils et militaires. C'est quand même surprenant. N'oublions pas que la France n'est pas en guerre contre la Russie. La Russie n'est pas en guerre contre la France. Or, nous sommes dans une logique de guerre qui ne veut pas se dire parce qu'en fait, la guerre réelle qui se mène, c'est de savoir est-ce qu'on va vivre dans un monde unipolaire atlantiste. Dans ce cas-là, l'Europe disparaît dans sa dimension civilisationnelle, culturelle. Les États européens n'existeront plus que pour transmettre les ordres qui sont pris ailleurs. Ou alors, on va pouvoir essayer de redécouper un petit peu les zones d'intérêt et une victoire de la Russie permettrait d'affaiblir l'atlantisme. Mais là aussi, l'Europe a un énorme, et les pays européens ont une carte à jouer absolument phénoménale parce que c'est à eux aussi à récupérer leur souveraineté. Très bien. Et en attendant, l'Union européenne a choisi son camp et c'est dans ce cadre-là qu'elle a choisi de censurer les médias RT et Sputnik, en France et d'ailleurs même sur le territoire européen. Vous êtes intervenu à plusieurs reprises sur RT France. Est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment sur cette décision de l'Union européenne? C'est extrêmement regrettable que l'Union européenne prenne cette décision. Je dirais que ça n'est pas surprenant parce que c'est un organe de gouvernance atlantiste et elle défend l'unité du discours. Ce qui est beaucoup plus regrettable, c'est que les États membres de l'Union européenne, qui sont encore en tout cas formellement des États, eux aussi se couchent et suivent ces diktats.
parce que toute population a besoin d'une pluralité de discours. Nous assistons actuellement en France notamment à la construction d'un discours politico-médiatique absolument monolithe. Tout ce qui sort de la doxa est considéré comme non acceptable. Donc, est considéré comme de la propagande. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus discuter, on ne peut plus poser de questions, on ne peut plus réfléchir et on ne doit pas réfléchir. Et il faut rappeler aussi quand même que les attaques menées contre RT ne datent pas de ces quelques jours de l'intervention en Russie. Il y a eu une montée en puissance des attaques contre RT à partir du moment où Trump a été élu et où le monde global s'est senti mis en danger l'espace d'un instant. On a dit que la Russie utilisait ses médias à l'étranger pour influencer les élections. Ensuite, deuxième gros moment d'attaque, en France notamment, et ailleurs, ça a été la poussée d'abord des Gilets jaunes, contestation des Gilets jaunes, et ensuite la poussée des contestations contre cette dictature covidienne. Et là aussi, RT et Sputnik ont tenté et ont réussi d'une certaine manière à introduire des nuances, à obliger à poser des questions, à obliger à réfléchir, à montrer qu'il existait une réalité qui est assez différente de la réalité officielle. Effectivement, dans un monde global, dans un monde unique, il ne peut y avoir qu'un seul discours. Donc, l'existence même d'RT, de Sputnik, est absolument inacceptable. Et malheureusement, nous voyons que nous nous dirigeons, avec l'excuse d'une période de guerre, rappelons que la France n'est pas en guerre, vers, en fait, une dictature globale. C'est extrêmement dangereux. Et là, par contre, c'est aux journalistes aussi à réfléchir. Pourquoi sont-ils entrés dans ce métier? Est-ce que réellement ils ont voulu devenir journalistes simplement pour être des porte-paroles de ce qui est décidé ailleurs au niveau du discours? Ou n'ont-ils pas envie finalement quand même de faire leur métier, d'aller voir sur place ce qui se passe, de raconter réellement ce qui se passe? Et ensuite, c'est aux gens eux-mêmes à se faire leur opinion. Très bien. Eh bien, c'est sur ces mots-là que nous terminerons, ces mots sur le journalisme, le fait d'aider ceux qui suivent un média à se faire une opinion en leur présentant différents points de vue sur un sujet. Et c'est ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui en vous invitant. Merci, Madame Beshev-Kolovko, d'avoir été avec nous et à bientôt pour un autre entretien sur France Soir. Merci beaucoup.